Son enfant est parti. On la verra plus, c'est fini. C'est fini, je l'entendrai plus rire. Je n'entendrai plus sa clé dans le trou de la serrure. Ça vous prend là, ici, là. C'est très douloureux. C'est très douloureux. J'ai qu'une envie, c'est de prendre le fusil et d'aller le flinguer, quoi. Ça, c'est certain. Oui, ça, c'est sûr. Ah, c'est un grand moment de... Ah, ouais. Beaucoup de haine, puis un coup de poignard, quoi. C'est l'effondrement total, quoi. Tout s'arrête. Il n'y a plus rien. Deux visages et deux souffrances profondes. Cette mère a perdu son enfant, ce jeune homme, la femme de sa vie. Elle s'appelait Sophie Graveau, elle avait 23 ans. Une nuit d'avril 2007, le hasard, non, son destin, lui a fait rencontrer la mort, un assassinat sordide qui avait à l'époque bouleversé toute la France. Aujourd'hui, ce dont on se souvient, c'est d'abord du sourire de Sophie. Sophie était une jeune fille pétillante, je dirais, très joviale, qui aimait la vie par-dessus tout. Même déjà toute petite, on sentait qu'elle avait un visage très rieur. Elle avait les yeux malins, très malins, très malins. On s'est connus petite et c'est vrai que du coup, toute ma petite enfance, mon enfance, c'est Sophie. Et les plus gros fous rires que j'ai eus, je pense que c'était avec elle. Enfin, c'était vraiment, c'est ça, deux petits clowns et quelqu'un beaucoup d'humour. Toujours à raconter des blagues. C'était ma récompense, mes deux filles. Je me suis mariée, j'avais quand même 30 ans, c'était pourtant pas jeune, hein, mais bon, ça n'a pas fonctionné, on s'est séparés et je me disais que d'avoir mes deux enfants, c'était ma récompense. Elles étaient à moi. Je les ai élevées toutes seules pendant 17 ans. Elle avait été élevée seule avec sa maman et sa sœur. Je suis arrivé là, je l'ai aidée dans beaucoup de choses, pour son travail, dans la vie quotidienne. Elle m'a accepté et c'est pour moi une chose importante. Alors j'ai pas la prétention d'être son papa, c'est sûr. J'ai jamais été son père. Mais comme elle dit, elle me disait à l'époque, tu es mon père spirituel. Sophie, c'était la joie de vivre. Je crois que c'est ce qui la résume le mieux. C'est quelqu'un qui souriait tout le temps. D'ailleurs, ça se voit sur toutes les photos qu'on peut avoir d'elle. Le sourire, la rigolade. Elle arrivait le matin, elle se levait, elle chantait. Elle partait travailler, elle chantait. Et rentrait le soir, elle pétait le feu, quoi. Parlant vulgairement, c'était une petite bombe. Elle était en pleine santé, en pleine vie. On va trop bien. Écarte-toi. Avec la bougie. Elle aimait beaucoup manger aussi. Elle aimait bien la bonne nourriture. Elle avait un bon coup de fourchette, je me souviens. Elle adorait ça. Et puis, elle aimait la danse. Même, ça nous arrivait quelquefois toutes les deux d'entendre, je sais pas, une musique assez entraînante ou à la télé ou à sa chaîne. Et puis, tout d'un coup, allez maman, viens, on va danser. Allez, hop, 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 hop. On danse et puis on dansait toutes les deux, on se marrait. C'est une excuse parce qu'il a dit comme ça, il sera pas dessus. C'est très bon. T'as réussi? Tu vois quelque chose là? Je filme. Je veux voir. C'était mon but, c'était mes enfants, qu'elles soient bien élevées, qu'elles aient une bonne éducation, qu'elles aient un métier, qu'elles essaient de faire ce qu'elles aiment. Et puis après, elles auraient toutes les deux volé de leurs propres ailes, comme tout enfant. Et on s'est arrêté en cours de route, malheureusement. Sophie, à 23 ans, venait de décrocher son vrai premier job, un CDI de vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter dans le centre commercial Atlantis à Nantes. Sophie vivait encore avec sa mère, Martine, et son beau-père, Rémi, à Treillères, une petite ville de la banlieue de Nanterre. Elle n'avait jamais encore quitté la maison de son enfance, mais elle allait le faire car elle avait rencontré Régis. Sophie, Régis, bien des fois Martine me disait, regarde, c'est un petit couple idéal, ça allait bien. Régis, pour nous, il reste dans notre mémoire. Hein. Pour nous, c'était déjà notre gendre, quoi, voilà. Mes parents me le disaient, mais on ne trouve pas de défaut à cette fille. C'est vrai, non, mais toujours souriante. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez sociable aussi, qui aime le contact, qui est plutôt avenant. Après, donc voilà, on se complétait complètement tous les deux, quoi. Donc, je pense qu'on avait le même caractère tous les deux, tout simplement. J'étais contente pour elle, au moins. Depuis le temps qu'elle cherchait l'amour et le vrai, pour moi, elle l'avait trouvé.
Régis était bien l'homme de sa vie et elle m'avait confié effectivement que Régis, elle était très amoureuse de lui. Il n'y avait pas de souci. Et ils avaient donc envisagé de vivre ensemble. Je voyais en elle ma future femme, quoi. La femme de mes enfants, celle qui sera avec moi aujourd'hui. Donc oui, tout à fait. Ouais. C'était une grande histoire. Ouais. Et elle m'avait confié que c'était peut-être 3 semaines avant le drame, qu'à la fin de l'année 2008, elle dit maman, on te fera un bébé. Alors j'étais ravie parce qu'à l'époque j'avais pas de petit enfant encore et j'étais très contente de savoir que Sophie allait vouloir un bébé, mais ça n'a pas eu lieu. Sophie était donc à cet instant une jeune femme amoureuse, comblée. Et c'est justement à ce moment de sa vie qu'elle va buter sur l'horreur. Samedi 7 avril 2007, Sophie se rend à son travail au centre commercial Atlantis à Nantes. Elle doit finir sa journée à 21h. Ensuite, elle doit rejoindre Régis pour aller danser. Sophie n'ira jamais danser. Une fois sa journée terminée, elle devait me rejoindre chez mes parents. On devait passer le week-end ensemble, avec des amis, sortir. On avait prévu de sortir le soir. Et ses collègues lui disent au revoir. Tout le monde part en week-end. On est un samedi en fin de journée. Il la voit partir et elle regagne sa voiture pensant pouvoir partir et rejoindre son compagnon qui est en train de passer une soirée avec des amis. Donc moi j'attendais vers 21h30, donc c'est sûr 21h30 pas arrivé, on était déjà avec les amis. Bon, vous savez, 30, voilà, je me suis pas formalisé à 21h30 précise. 21h45 j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc pris mon téléphone, j'ai dû l'appeler 15-20 fois et aucune réponse. La plupart de ces appels n'aboutissent pas, ce qui ne fait que renforcer son inquiétude parce que ça n'est pas les habitudes de Sophie. Finalement, un appel aboutit, Sophie décroche. Quand j'arrive à la voir, donc là, je lui dis bah alors, mais qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Et elle me dit, le simple mot qu'elle me dit, t'inquiète pas, j'arrive, voilà. Et Régis Lamarche, de suite, perçoit dans cet appel et dans le ton de sa compagne que quelque chose ne va pas, que quelque chose n'est pas normal. Et ce qui l'inquiète d'autant plus, c'est que la communication est subitement interrompue sans qu'elle ne lui dise un petit mot doux, comme d'habitude elle le faisait à la fin de chacune de leurs conversations téléphoniques. J'étais quand même rassuré en entendant sa voix, quoi. Donc je ne me suis pas formalisé sur le moment, mais la voyant toujours pas arriver, alors après j'ai essayé de la rappeler, et là il n'y avait rien du tout, donc là on s'est vraiment... là je me suis inquiété. Ouais. Toute la nuit, très inquiet, Régis ne va pas cesser de rappeler Sophie, mais son téléphone ne va plus jamais répondre. N'en pouvant plus de ce silence, Régis, angoissé, a décidé d'alerter le matin très tôt la mère de Sophie. Il a appelé en disant Martine, est-ce que Sophie est chez vous? J'ai dit non, j'ai dit Sophie, elle devait te voir hier soir, vous deviez avoir une soirée ensemble. Il dit c'est bizarre, il dit je l'ai pas vue de la nuit. Oh là, j'ai dit tu me fais peur, je me souviens, je lui dis ça, tu me fais peur. Et là, l'angoisse a commencé à monter. Elle commence à pleurer au téléphone, quoi, à paniquer, quoi, comme j'étais aussi. Donc là, on commence vraiment à s'inquiéter, quoi. Je savais qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé, qui n'était pas normal. Surtout quand il m'a dit, elle avait une voix très angoissée, très tremblotante, chevrotante. Je me suis dit, il y a quelque chose. Pour tous, ce silence était très inquiétant. Sophie était une jeune femme sérieuse qui, surtout, n'avait pas l'habitude de laisser ses proches sans nouvelles. C'est la raison pour laquelle ses parents, anxieux, ont alors décidé d'alerter la police. J'explique le cas. Elle travaillait à Atlantis. Elle finissait à 9h le soir. Et il me dit, écoutez monsieur, on nous a prévenu d'une voiture incendiée sur le parking d'Atlantis. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, quelle était la marque de la voiture de votre belle-fille? J'ai dit, écoutez, elle avait une Clio rouge 3 portes. Et je n'ai pas l'immatriculation en tête. Il dit, écoutez, monsieur, laissez-moi votre téléphone, je vous rappelle. Il nous a rappelé un quart d'heure après. Il dit, écoutez, c'est bien une Clio. Et le numéro correspond bien. On a réussi à déchiffrer la plaque de devant. Donc la voiture appartient bien à Sophie Graveau. Les services de police, à ce moment-là, font de suite le lien entre ces personnes qui viennent déclarer
la disparition d'une jeune fille qui était à son travail avec une voiture de couleur rouge, avec le fait que le matin même, vers entre 5 et 6 heures du matin, les agents de sécurité du centre commercial qui sont en train de faire leur ronde perçoivent à un moment un début d'incendie et ils se précipitent avec leur véhicule sur place pour voir ce qui se passe. Et alors qu'ils sont en train de s'approcher, ils discernent une silhouette qui est en train de s'éloigner de la voiture, semble-t-il en courant. Ils vont essayer de rechercher cette personne qu'ils ne vont pas réussir à retrouver, qui va réussir à s'enfuir. Et ils vont ensuite faire appel au service des sapeurs-pompiers pour venir éteindre cet incendie. À Nantes, une jeune femme de 24 ans est portée disparue depuis samedi soir. Sa voiture a été retrouvée dimanche matin, incendiée près de son lieu de travail. C'est son petit ami qui a donné l'alerte. Elle devait le rejoindre dans la soirée. Une information judiciaire pour disparition inquiétante de personnes majeures pourrait être ouverte d'ici demain matin. Au moment où on retrouve sa voiture calcinée, j'ai pensé qu'elle avait été brûlée vive dans la voiture. J'ai hurlé, si bien que les voisins m'ont entendu hurler dans tout le quartier. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Et quand le monsieur du commissariat a dit à mon mari qu'il n'y avait personne dans la voiture, ça m'a apaisée. Mais je me suis dit, il y a autre chose derrière tout ça. On a la voiture, mais on n'a pas Sophie. Ah bah moi je suis dans un état, voilà, je suis super stressé, je suis pas dans mon état normal, quoi. Je vous dis, je pense qu'on imagine le pire, on ne brûle pas une voiture comme ça. Il y a bien une raison, surtout ça, la voiture, donc je comprenais rien. J'attendais qu'on me la ramène et puis que tout ça s'arrête, quoi, mais malheureusement, non, c'était que le début, quoi, donc. Où était donc passée Sophie? La dernière trace que l'on avait d'elle, c'était cette conversation téléphonique inquiétante qu'elle avait échangée avec Régis le soir de sa disparition. « T'inquiète pas, j'arrive dans 20 minutes », avait-elle dit, mais d'une voix tremblée. Question, où se trouvait Sophie au moment de cet appel? Les investigations vont établir que le téléphone se trouvait à portée d'une antenne située dans une des communes aux alentours de Nantes, ce qui permettait un petit peu de resserrer les recherches, c'est peut-être difficile à dire, mais en tout cas, qui permettait de confirmer que la situation était inquiétante parce que Sophie n'avait aucune raison de se trouver sur cette commune. Elle n'y avait pas de relation particulière, elle n'y connaissait personne. C'était pas du tout normal, puisqu'elle ne passait jamais par là. C'était pas sa route du tout. On se demandait bien ce qu'elle allait faire là. Et là, on s'est dit, voiture brûlée, Sophie, la borne s'est déclenchée à Boye, elle est accompagnée de quelqu'un. Quelqu'un l'a emmenée. On commençait déjà à comprendre le scénario. Les enquêteurs découvrent également assez rapidement que la carte bancaire de Sophie est utilisée, ou au moins qu'on essaye de l'utiliser, puisque une personne va tenter de s'en servir dans des distributeurs bancaires et surtout dans une station de service au cours de la nuit, à 2 reprises, une fois vers aux alentours d'1h, 1h30 du matin et la deuxième fois vers 2h30 du matin. Les enquêteurs, avec ces informations, vont récupérer les bandes de visiosurveillance de la station-service et ils vont pouvoir identifier le véhicule de la personne qui s'est présentée à la station à cette heure-là et qui a essayé d'utiliser la carte bleue. Une Golf blanche est identifiée. On n'a pas identifié la personne, mais je crois que c'est 400 ou 500 € sont retirés en 2 fois, je crois, sur ce distributeur automatique. De l'essence a été retirée, avec toujours payé avec la carte de Sophie, au même endroit. Je me suis dit, on lui a volé sa carte bancaire. Je me suis dit ça, pour pouvoir vider son compte bancaire. Peut-être que l'objectif de cette personne-là, c'était de voler Sophie, tout simplement. S'il avait fait que de lui voler ses affaires, elle serait encore là, quoi. On comprend pas pourquoi si c'était juste du vol, pourquoi on la retrouve pas, quoi. Qui donc est cet homme? C'est impossible de l'identifier. En revanche, sur les bandes de vidéosurveillance, on le voit clairement remplir un bidon d'essence. Du coup, les enquêteurs en déduisent que, vraisemblablement, cet homme qui utilise la carte bancaire de Sophie est celui qui a incendié la voiture de Sophie. Pourquoi brûler la voiture? Et cet homme, cet inconnu, qu'a-t-il donc fait de Sophie?
Ben on se dit qu'elle est entre les mains de quelqu'un qui l'a volée, qui l'a kidnappée. Ça, par contre, on en est intimement convaincu. On s'est dit elle est entre les mains d'un déséquilibré, certes, c'est même plus que sûr, mais elle est vivante. C'est l'horrible d'imaginer que son enfant a pu tomber entre les mains de quelqu'un avec de mauvaises intentions. C'est terrible. Je souhaite à personne de connaître ça, franchement. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle a froid? Est-ce qu'elle a soif? Est-ce qu'on la bat? Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle souffre? Ça, c'est insupportable. Il n'y a pas de... Quelqu'un qu'on aime, être dans l'attente comme ça, de savoir où elle est. Plus le temps passe, plus on se dit on la reverra pas, quoi. Donc l'angoisse monte. Surtout qu'on n'a pas, à côté de ça, on n'a pas de nouvelles par rapport au niveau des enquêteurs, s'ils ont retrouvé quelque chose. J'ai essayé plusieurs fois de l'appeler sur son portable. Je l'ai supplié de revenir, je l'ai supplié. J'ai dit si tu es attaché, essaye de trouver un moyen de te détacher. Essaye de trouver une solution, mais reviens, je t'en prie, reviens. Reviens. Puis elle n'est jamais revenue. C'est terrible ce silence, cette attente, ces questions. Pour la famille, les amis de la jeune femme, la situation devient oppressante. Chaque minute qui passe semble les éloigner de plus en plus de Sophie. Et ils décident alors de se mobiliser dans toute la ville pour essayer de trouver, de recueillir le moindre indice pour essayer de découvrir qui pourrait avoir vu Sophie. Il va y avoir, et c'est la première fois qu'on le voyait à Nantes, une des premières fois en tout cas, des petites affiches distribuées partout en ville ou affichées dans tous les commerces, sur lesquelles on a une photo très souriante de la jeune fille. Pour faire un avis de recherche concernant Sophie, comment elle était habillée, quel poids elle faisait, combien elle mesurait, etc. Qu'elle avait disparu à telle heure, si quelqu'un l'avait aperçue, de bien vouloir téléphoner. Les avis de recherche sont donnés et distribués à peu près tout le monde, placardés, sur les voitures, dans Nantes, enfin partout, quoi. Les gens se sont mobilisés, et puis ça a été quand même aussi le théâtre sur la commune de beaucoup de médias qui sont arrivés. Il y avait des journalistes aussi qui rôdaient quand même autour de la maison, et puis des gens curieux, tout simplement. Alors je voulais voir personne, je restais ici. Je peux pas rester enfermé à l'attendre comme ça, faut que je bouge, Donc oui, je vais à gauche, à droite, je me vois encore aller dans une casse, en plein milieu de la journée, ouvrir les coffres des voitures, parce que je suis prêt à faire n'importe quoi. Je vais dans un camp de voyageurs, le soir, vous voyez, à 11h30 du soir, parce qu'on me dit qu'elle peut se trouver là-bas. Et ça vous mange, ça vous bouffe, vous dormez plus, on a l'impression de devenir fou, quoi. On se réveille le matin, comme je vous disais tout à l'heure, on pense qu'on a fait un cauchemar. Et non, c'est pas un cauchemar. Vous ouvrez les yeux, vous dites, ben non, c'est vrai, c'est la vérité, Sophie n'est toujours pas rentrée. Lundi, mardi, mercredi, jeudi... on s'accroche un petit peu à tout, on m'a dit qu'elle était sur la Lune, j'aurais été la chercher, quoi, vous voyez. Je pense que si aujourd'hui on l'avait pas encore trouvée, je pense que je chercherai encore, vous voyez. Même si c'est vrai que plus les jours passent, plus on se dit, mais est-ce qu'on la reverra un jour, quoi. Donc, La police, elle aussi, recherche Sophie. On a mis le paquet, comme on dit. Nantes et ses environs sont passés au peigne fin. La difficulté est qu'on ne sait pas dans quelle direction chercher. La zone potentielle de recherche est très vaste, trop vaste. En réalité, l'enquête est dans l'impasse. Cela fait 4 longs jours que Sophie a disparu lorsque soudain, enfin, une piste. Les enquêteurs établissent que dans la nuit de la disparition de Sophie, une personne va introduire dans le boîtier téléphonique du téléphone de portable de Sophie une carte SIM, une puce de téléphone portable, qui n'est pas la puce de Sophie Graveau, mais dont les investigations vont établir très vite qu'il s'agit d'une puce qui a été achetée au nom de Rami Zizeni. Et c'est la première apparition du nom de Rami Zizeni dans le cadre du dossier. Non seulement il utilise le téléphone portable de Sophie Graveau, mais il utilise également sa carte bleue, ce qui va permettre nécessairement rapidement son identification. Les enquêteurs, effectivement, compte tenu de ces éléments, ont de forts soupçons sur le fait que Rami Zizeni a pu jouer un rôle dans la disparition de Sophie, et ils décident évidemment de l'interpeller.
Mais pour l'interpeller, il faut le trouver, il faut savoir où il est. Et donc, ils vont mettre en place une géolocalisation de son téléphone et ils vont s'apercevoir que ce téléphone se déplace, il ne reste pas à Nantes. Et ils vont avoir donc une certaine crainte, une certaine inquiétude sur le fait que peut-être M. Isenni est en train d'essayer de quitter le territoire puisqu'il voit qu'il traverse la France. Il est localisé à côté de Lyon, je pense qu'il n'avait strictement rien organisé, strictement rien prévu. Je pense qu'il essaie de prendre la fuite à ce moment-là, en tout cas il s'éloigne de Nantes, ça c'est certain. En fuite, il a été arrêté à Lyon, puis transféré ce matin par avion à Nantes. Il est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il est interpellé, placé en garde à vue et les services de police le ramènent à Nantes pour être interrogé dans le cadre de la garde à vue sur les conditions de la disparition de Sophie Graveau et sur son éventuel rôle dans cette disparition. Quand cette personne est donc interpellée, oui, on reprend espoir parce que jusque-là, on n'a rien, quoi. Qu'est-ce qu'on a ? On a une voiture brûlée dans un parking. Et voilà, on sait que ça. On voit une silhouette partir de la voiture, et on ne sait pas plus, quoi. On est dans le flou total. Quelque part, je me dis, il va peut-être dire la vérité, dire où il a mis Sophie. Ramiz Isenni, un Bosniaque de 46 ans, marié, père de 4 enfants. C'est une piste sérieuse, d'autant que les enquêteurs s'aperçoivent que cet homme possède une Golf blanche. Une voiture semblable à la Golf blanche identifiée le soir de la disparition de Sophie dans la station-service où un individu utilisait la carte bancaire de Sophie. Les enquêteurs pensent alors assez logiquement que c'est ce Ramiz qui va leur permettre de retrouver la jeune femme. Sinon, comment expliquer qu'il soit en possession et du téléphone portable et de la carte bancaire de Sophie ? Monsieur Isenni ne va pas pouvoir contester qu'il utilise un téléphone qui ne lui appartient pas. Il va expliquer aux enquêteurs, dans un premier temps, que s'il est en possession de ce téléphone, c'est parce qu'il a rencontré un Marocain dans un bar qui lui a proposé d'acheter ce téléphone à bas prix. Et que c'est dans ces conditions-là qu'il s'est retrouvé à utiliser le téléphone de Sophie Graveau. Pour la carte bleue également, il va dire l'avoir acheté à des personnes rencontrées par hasard, des personnes qu'il ne connaissait pas. Ce qui est un petit peu curieux, c'est qu'il rencontre à un moment une personne qui lui vend un téléphone portable qui est celui de Sophie Graveau, et un petit peu plus tard, il rencontre une autre personne qui lui vend une carte bleue qui est aussi celle de Sophie Graveau. C'est une coïncidence qui est quand même pour le moins surprenante, voire qui manque de crédibilité. Il se disculpe de tout, il n'a rien fait, il ne comprend pas, le téléphone c'est pas lui, la Golf c'est pas sa voiture non plus. Il a le portable de Sophie, donc qu'est-ce qu'il a fait de Sophie ? Il y avait les preuves, Voilà, on a retrouvé de l'ADN sur son manteau, enfin, il pouvait plus nier, quoi. Là où, voilà, déjà que vous n'êtes pas bien, mais là vous pétez, entre guillemets, pétez un câble, quoi. Là, je dis, mais c'est pas possible. Faites-le avouer, enfin, surtout quand on se dit, mais ça se trouve, si elle est en vie, elle est peut-être dans un endroit où c'est une question de minutes, quoi, vous voyez. Je dis, mais plus on attend, moins on saura, donc tapez-lui dessus, quoi. Enfin, c'est bête ce que je vous dis, mais moi j'ai dit, mais prenez des mégots de cigarettes et écrasez sur le visage, vous allez voir, il va cracher le morceau. Enfin, moi j'aurais fait n'importe quoi, je lui coupais les doigts un par un. Moi ça m'aurait pas gêné, j'aurais fait n'importe quoi. Ramiz Isenni ne lâche rien pendant sa garde à vue. Sophie Graveau, je ne connais pas, de toute façon. Le 7 avril 2007, j'ai passé la soirée chez moi avec ma femme, les enfants. Sa femme, qui est interrogée dans une salle voisine, confirme son alibi. Oui, ce soir-là, il était bien avec moi et les enfants. Les gardes à vue se poursuivent, mais pour l'instant, les enquêteurs sont bloqués. C'est alors que l'affaire va rebondir, le drame. Le 11 avril, des promeneurs étaient sur Saint-Herblain, chemin du Vigneaud, et ont aperçu des effets de femmes. On retrouve des bottes et des sous-vêtements. Ça les a interpellés, bien sûr. Ils ont appelé les forces de l'ordre, ils ont appelé la police, la gendarmerie. Ces affaires vont être retrouvées sur le bord d'une petite route qui longe le périphérique et qui n'est pas très loin, qui n'est qu'à quelques kilomètres du parking du centre commercial où Sophie a disparu. Je suis convoqué donc, à la gendarmerie pour identifier si c'est bien ses affaires, quoi. Si ce qu'on a retrouvé, c'est bien ces affaires les affaires que je reconnais pour la plupart rapidement. Donc effectivement, c'est bien, ça lui appartient bien. Déjà, ça c'est très dur
sur le moment, à se dire, voilà, elle a été violée, enfin voilà, elle n'a pas d'habit, donc elle est nue, donc c'est pas simple. Ma petite Sophie, elle était toute fragile. Qu'est-ce qu'il lui a fait, quoi? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Là, c'est la douche froide. Là, c'est le coup près. Là, c'est... On se regarde, ma femme et moi. Là, Martine me dit, on ne reverra pas Sophie. C'est la première fois qu'on a parlé, que Martine m'a dit, ma fille est morte. Donc là, je me suis dit, il n'y a plus d'espoir. Elle a été déshabillée de force, elle a été violée certainement, et après, elle a été tuée. Donc c'était fini pour moi. C'était fini. Ramiz Izeni, toujours interrogé en garde à vue, continuait de nier toute implication dans la disparition de la jeune femme. Il ne disait rien, absolument rien. Jusqu'au 13 avril 2007. Ça faisait 6 jours que Sophie avait disparu. Un homme qui exerce la profession de commercial, je crois, s'arrête sur une bretelle de délestage, en fait une route qui est prévue uniquement pour permettre des manœuvres pour des engins encombrants, s'arrête sur cette route qui est un petit peu isolée, le long d'une 4 voies, pour déjeuner, pour manger son sandwich. Et alors qu'il s'éloigne de quelques pas de sa voiture, il discerne dans le fossé quelque chose que dans un premier temps il prend pour un mannequin de magasin, et assez vite il se rend compte que ce n'est pas un mannequin mais que c'est un corps humain. Il appelle les services de gendarmerie immédiatement, qui évidemment arrivent aussi vite, qui vont de suite isoler la scène et qui vont très rapidement avoir la certitude qu'il s'agit du corps de Sophie Graveau. Le corps n'est absolument pas dissimulé à ce moment-là, elle est parfaitement visible, sauf qu'elle est éloignée de tout passage, ce qui explique qu'on n'ait pas pu la découvrir plus tôt. Le corps est dénudé et abîmé. De nombreuses ecchymoses témoignent d'une agression violente. Le médecin légiste est arrivé sur place avec les enquêteurs du SRPJ de Rennes. Le corps a été transféré à l'Institut médico-légal pour connaître les causes exactes du décès. L'autopsie va révéler un décès par strangulation. Décès qui remontait à 6 jours. Sophie avait donc été étranglée le soir même de sa disparition. Aucune trace de viol n'est constatée, mais le légiste souligne tout de même l'existence d'un certain nombre d'ecchymoses, notamment sur les cuisses de la jeune femme, ce qui laisse penser que Sophie s'est défendue avec force, qu'elle a résisté avec rage à son agresseur. Pour ses proches, c'est l'horreur. Alors là, c'est l'effondrement. Là, c'est l'effondrement complet. Là, c'est l'effondrement. On se dit pourquoi? Mais pourquoi? J'ai en mémoire la réaction de Martine qui m'a marqué et qui me marquera toute ma vie. C'est de voir une maman hurler. Vous êtes complètement anéantis, vous vous rendez compte de perdre un enfant comme ça, c'est l'horreur. Il n'y a pas pire. Donc là, qu'une idée en tête, c'est de chercher un fusil, de le charger, et d'aller voir cet homme-là et de le tuer, quoi. D'ailleurs, mes copains ils sont à 2 pour me retenir. Le médecin, ma mère appelle le médecin vient et il me rappelle, il me fait une piqûre pour me calmer parce que je suis en état. J'aurais été capable de tuer n'importe qui. Et là, c'est inimaginable ce qu'on ressent. On a envie d'exploser, on pleure, on crie. Quand on apprend ça, comment on peut réagir, quoi. C'est trop d'horreur, c'est trop de violence, c'est trop d'horreur. Martine tenait absolument que sa fille revienne. Il faut savoir que lorsqu'il se passe un meurtre comme ça, les autorités n'autorisent pas à ramener les corps à la maison. Exceptionnellement, on nous a donné l'autorisation de ramener Sophie.
C'était très difficile de voir sa fille revenir entre quatre planches. C'est lourd à digérer. Mais je voulais récupérer Sophie pour un peu effacer les traces d'Isénie sur Sophie. L'avoir laissée 6 jours comme ça dehors. Et puis tout ce qu'il lui a fait comme misère, il y avait forcément des traces et je voulais pas qu'elle parte avec ça. Elle était là dans son cercueil et je l'ai eue une nuit à moi, toute seule. Ça me faisait du bien de la savoir une dernière fois dans sa chambre. Pour les parents, les amis de Sophie, ce moment est celui de la douleur, de la rage. Les enquêteurs, de leur côté, avaient accentué leur pression durant les gardes à vue. Et ce qu'ils avaient espéré s'est finalement produit. La femme d'Isénie, eh bien, elle a craqué. Elle était l'alibi, le seul de son mari. Sans doute, pour se délivrer, elle a donc raconté ce qui s'était réellement passé cette nuit du 7 avril 2007. Du coup, Ramiz Isénie a été contraint d'avouer. La femme de M. Isénie, à partir du moment où l'on découvre le corps de Sophie Graveau, va livrer une nouvelle version. Elle explique que le couple a notamment des dettes de loyer. La famille, en fait, avait perdu une très grosse somme la veille ou l'avant-veille dans un casino sur la côte, plus de 1 400 1 500 €. Donc, ils se retrouvaient sans argent, sans moyens pour payer le loyer. Donc, il s'est dit, il faut que j'aille chercher de l'argent, qu'il a dit à sa femme. Alors, il s'est donc dirigé vers Atlantis, qu'il a attendu la fermeture de tous les magasins, de tous les magasins du centre commercial. Et il marchait sur le parking extérieur. Et il a croisé Sophie, par hasard, dit-il. Elle quitte son travail un petit peu après 21h, après avoir fait la fermeture avec ses collègues. Elle se rend auprès de sa voiture, qui est garée sur le parking en face du centre commercial. Compte tenu de l'horaire, il n'y a plus beaucoup de voitures à cette heure-là. Ramiz Isénie va finir par reconnaître que, alors que Sophie approchait de sa voiture et qu'elle s'apprêtait à monter dans sa voiture, il s'est approché d'elle, il l'a menacée, il l'a contraint à monter dans la voiture. Il avait placé Sophie Graveau à l'arrière du véhicule et qu'il l'avait attachée pour être certain qu'il ne serait pas dérangé dans ses intentions lors de la conduite du véhicule et qu'il pourrait l'amener là où il avait l'intention de l'amener. Et ils sont partis tous les deux en voiture du centre commercial. Il dit lui-même qu'il était comme un fou, quoi. Le diable était en lui. Le diable, il avait rencontré le diable, une excuse comme une autre. Et il était avec Sophie, il tournait, il virait dans les rues de Nantes, il savait plus où il allait. J'ai essayé de me mettre dans sa tête et je me suis forcément dit qu'elle devait être morte de trouille et flipper et de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il va faire de moi, quoi ? Est-ce que je vais vivre, est-ce que je vais mourir ? Je sais qu'elle se l'est forcément posée. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a pensé, voilà, avec cet homme-là dans la voiture, alors que je n'étais pas là, quoi. Alors, j'ose même pas, parce que c'est les dernières pensées qu'elle a eues, mais voilà. Donc, Isénie va ensuite expliquer aux enquêteurs qu'il s'est décidé à conduire Sophie dans un endroit isolé, le chemin du Vigneault. Elle l'a sans doute supplié de la laisser partir, mais l'enfer ne faisait que commencer pour la pauvre Sophie. Ils se rendent ensuite, semble-t-il, sur le petit chemin au bord duquel on retrouvera ensuite le corps de Sophie. Et c'est là qu'il va se passer un certain temps, qui a dû paraître effroyablement long pour Sophie Graveau. Je crois que le plus dur, c'est de savoir si qu'elle a été consciente, en fait, jusqu'au bout. Jusqu'au moment où il a posé les mains sur son cou, elle était consciente jusqu'au bout, quoi. Monsieur Isénie va se livrer à ce moment-là aussi à des gestes de nature sexuelle, où il va au moins tenter des gestes de nature sexuelle, face auxquels, semble-t-il, Sophie va se défendre courageusement. Ça vous prend au cœur. On dit, pauvre petite mère, elle s'est battue. Elle voulait pas mourir, c'est sûr. Elle s'est défendue.
Elle va essayer de l'attraper ou de le cramponner. Et puis, il va faire une première manœuvre d'étranglement qui ne va pas aller jusqu'à son terme. Il fait une première pression et Sophie ne crie pas et c'est ce qui lui fait de la peine. Alors il a arrêté d'étrangler Sophie. Il a eu pitié et il l'a relâché. Il a relâché la pression, c'est ce qu'il dit. Hein. J'ai eu pitié d'elle. C'est affreux hein, quand vous entendez ça. Et selon ce que dit Rami Zizeni, il va se passer ensuite 30-40 minutes avant qu'il ne tue Sophie Graveau. C'est pendant ce laps de temps que Régis, le compagnon de Sophie, va essayer de l'appeler, va réussir à la joindre. C'est Rami Zizeni qui l'autorise à répondre sur son téléphone, puisque de toute façon, ils sont tous les deux dans le véhicule. Elle n'est pas à l'extérieur du véhicule, ou lui n'est pas à l'extérieur du véhicule, et il l'autorise à répondre sur son téléphone. C'est son agresseur qui dit écoute, décroche et tu lui dis que tout va bien. Comme ça va permettre de ne pas s'inquiéter. Parce que si jamais tu décroches pas, je sais pas, il va peut-être aller appeler les gendarmes, la gendarmerie, donc et peut-être me retrouver rapidement, quoi. Donc je pense que c'est simplement pour gagner du temps, dire voilà, comme ça tu vas rassurer tout le monde. Et, Nécessairement, elle était sous ses yeux, sous son contrôle. Il a dû se dire si je fais tout comme il veut, il va me laisser et je vais rentrer chez moi. Finalement, elle a peut-être voulu faire preuve d'intelligence en disant voilà, si je communique bien avec lui, si j'obéis, je vais rentrer. De toute façon, il avait décidé que Sophie ne sortirait pas vivante de sa voiture. Alors il avait laissé le siège du côté passager basculer vers l'avant pour que ce soit plus facile de sortir le corps quand il aura fait ce qu'il a voulu faire, quoi. Et le pire, c'est qu'il donne des détails à ce moment-là. Ça, c'est dur à entendre, mais il explique qu'effectivement, il l'étrangle, hein, et qu'il entend les pieds de Sophie qui tapent contre la vitre derrière. Elle essaie de se débattre. je voulais pas entendre, c'est de savoir comment voilà, il étranglait, qui a tapé ses pieds sur la vitre. Il y avait tout de suite l'image qui arrive, donc ouais, c'est pas des choses que... Ouais, non, c'était très dur. Très très dur. Il a fait du mal jusqu'à lui ôter la vie de ses mains. Comment un être peut ôter la vie de mon ami de ses mains? Et puis après, voilà, il explique qu'il la descend de la voiture et puis il la laisse là. Et qu'il s'en va. Comme si de rien n'était. C'est horrible, horrible. Pour Izeni, Sophie, finalement, n'avait été qu'un corps à prendre et à éliminer. Pas seulement, d'ailleurs, aussi une aubaine. Il n'avait plus qu'à faire le tour des distributeurs avec la carte bancaire de sa victime. Et il est revenu dans la nuit vers 2-3 heures du matin en ramenant 300-400 euros. Et apparemment, selon elle, dans un état qui n'était pas le sien, quoi. Assez blanc, assez, je pense assez stressé, assez paniqué. Il dit bah, écoute, j'ai tué une petite vieille, sauf que c'était pas une petite vieille, c'était une jeune femme de 23 ans qui s'appelait Sophie. Il lui a donné effectivement les 400 euros qu'il avait donc pu prélever avec la carte bancaire de Sophie, qu'elle a dépensé dans les jours à venir. Il a vidé son compte, son petit compte bancaire, il avait à peine 500 euros. C'est pitoyable. Sur son compte, il n'y a rien. Et du coup, c'est quelqu'un qui fait tout pour mettre de côté, pour pouvoir s'installer avec son ami. Donc en plus, ça, c'est horrible, parce que du coup, il a voulu voler, mais voler quoi? Il dit à sa femme, il dit on va retourner sur les lieux où j'ai laissé la vieille dame. Il a ramené sa femme avec son propre véhicule à Bougnay, à l'endroit où il avait laissé Sophie. Il lui explique qu'il va dissimuler des traces sur le corps de la vieille dame qu'il a abandonnée là et qu'elle n'a fait un lien avec la disparition de Sophie Graveau que le mardi suivant, quand elle a repris son travail. Il lui avait dit si on te demande quelque chose, si la police te demande quelque chose, je suis rentrée à telle heure et j'étais avec toi. Elle le soutient parce que c'est une femme soumise, une femme battue, on l'a su par la suite, donc elle ne dit rien aux forces de l'ordre. Elle fait tout au contraire, elle fait tout pour le protéger. Par peur, par crainte.
C'est donc le lendemain très tôt que Rami Zizeni était retourné sur le parking pour brûler la voiture de Sophie. Ainsi espérait-il effacer les traces de son crime. Il ne savait pas à ce moment-là que le corps de Sophie allait bientôt le désigner. À l'issue des gardes à vue, sa femme est mise en examen pour complicité d'enlèvement, séquestration, détention. Zizeni, lui, est mis en examen pour enlèvement, séquestration, détention, suivi de mort. Et c'est là, à ce moment-là, que l'on découvre, avec stupeur d'ailleurs, que Sophie n'était pas la première victime d'Izeni. Ce qu'on reproche à M. Izeni, ce sont des faits de 2004 sur une jeune mineure qui fait partie de sa communauté bosniaque. Selon la jeune victime, M. Izeni l'aurait conduit dans un endroit à l'écart du monde, je dirais, où personne ne pouvait les voir, et qu'il aurait tenté de l'agresser sexuellement et tenté de l'étrangler. Ce que dit la jeune mineure, c'est qu'il aurait subitement arrêté pour des raisons qu'on ignore, et il l'aurait ensuite reconduite à son domicile. Quelqu'un qui a déjà fait du mal à une jeune femme, qui doit être jugé pour ça. Pourquoi il est dehors? Pourquoi il est dehors? Pourquoi il a croisé la route de Sophie? Les enquêteurs ont conclu en disant qu'on n'avait pas de preuves tangibles de la culpabilité de M. Izeni s'agissant de ces faits à l'encontre de cette jeune mineure. Ça justifiait qu'il soit libre, ça justifiait qu'il soit simplement sous contrôle judiciaire. Ça n'est pas quelqu'un qui est déjà connu pour des faits similaires, ça n'est pas quelqu'un qui est présenté comme particulièrement dangereux, ce qui aurait justifié une incarcération ou ce qui aurait justifié un jugement un petit peu plus rapide de cette première affaire. Comment se fait-il qu'on ne l'a pas surveillé plus que ça, cet homme-là, sachant qu'il était potentiellement dangereux? Alors, il était interdit de séjour, il ne pouvait plus quitter la Loire-Atlantique, il fallait qu'il reste en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué en Loire-Atlantique. Et nous, quelque part, il méritait d'être en prison, d'avoir une surveillance beaucoup plus importante. C'était un homme dangereux. Dangereux. Parce que quand ils sont dehors, ils recommencent tout le temps. Et en général, ils passent à un cran au-dessus. C'est ce qui s'est donc produit pour Sophie. On a un système du JGR qui est bien trop laxiste par rapport à des choses comme ça, et qui est à côté, qui est vachement répréhensible pour d'autres petits délits, quoi. Ils protègent plus les prisonniers, ils ne pensent pas à nos enfants. C'est nos enfants qu'il faut protéger, ce n'est pas les prisonniers. Les prisonniers, ils ont choisi leur camp, eux. Ils ont choisi de tuer, de violer. C'est leur choix, c'est leur choix s'ils sont en prison, c'est de leur faute. C'est pas nous qui les envoyons, c'est leur faute. Mais Sophie, elle n'a pas demandé à mourir, elle. Elle ne demandait qu'à vivre. Pourquoi les experts psychiatres, à l'époque, n'ont-ils pas discerné la vraie dangerosité de Rami Zizeni? C'était tout de même un individu au profil inquiétant. Son passé aurait dû alerter les magistrats dès la première agression, en 2004. Le lâcher ainsi dans la nature. La famille, les amis de Sophie ont alors décidé d'organiser une marche blanche afin de dénoncer ce laxisme de la justice. Une marche blanche donc, est organisée sur Nantes. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. C'est 4000 personnes ce jour-là, mais en fait, il y a beaucoup de monde. On voit plein de monde et on voit personne. Parce qu'à ce moment-là, on est dans notre peine. C'était ma douleur, moi, qui ressortait. C'était chaud, c'était très frais, c'était l'horreur. J'avais l'impression que ça éclatait là-dedans. Non, je ne pouvais pas penser qu'elle était morte, quoi. J'y croyais encore pas, c'était pas possible. C'était pas possible. Et j'ai marché, on était devant, bien entendu. On avait un panneau. Ils avaient marqué « Plus jamais ça ». Régis, à ce moment-là, était dans un état, c'est l'horreur. On l'a vu à genoux par terre. Ouais. Ça marque énormément. L'effondrement total, quoi. Tout s'arrête, il n'y a plus rien. Je ne pourrais plus les prendre dans mes bras, tout ce qu'on avait prévu de faire, ça s'effondre. Et puis, ouais, bêtement, mais qu'est-ce que je vais devenir, quoi? Et puis là, je vais faire quoi? Donc, il aura fallu l'assassinat de Sophie pour que la justice évalue, enfin, la vraie dangerosité de Rami Zizeni.
Lors de son procès en avril 2009, le psychiatre a souligné enfin le risque très élevé de récidive. Je le cite, « Je ne suis pas très optimiste par rapport au devenir de M. Izeni. Il est difficilement réadaptable, dit le médecin, car il n'évoque pas de regrets. Il a une personnalité perverse qui se satisfait du spectacle de la souffrance de l'autre. » Rapport bien compris par les jurés de Loire-Atlantique qui ont condamné Ramiz Izeni à la réclusion criminelle à perpétuité, en prison pour longtemps. Un verdict lourd, certes, mais qui n'apaise en rien la souffrance de ceux qui aimaient Sophie. Tous les jours, je pense à Sophie. Je reste avec ma douleur, ma souffrance. Elle est dans ma tête, elle est dans mes pensées, dans mon esprit, dans mon cœur. Je dors avec Sophie, je me réveille avec. C'est terrible de penser plus aux morts qu'aux vivants, finalement. C'est une excuse parce qu'il a dit comme ça, il sera pas dessus. Ça avec les grosses prochains. C'est très bon. T'arrives... Tu vois quelque chose, là? Bah, je filme. Bah... je veux voir. C'est imprimé dans notre tête, c'est imprimé dans notre mémoire, et jusqu'à temps qu'on fermera nos yeux, ça sera là. Elle m'aimait. J'ai la fierté de savoir que j'étais son amie, qu'elle m'aimait beaucoup. Et j'espère que je lui ai bien rendu. Il nous a enlevé notre Sophie, mais il aura jamais, il pourra pas enlever les souvenirs, tout ce qui reste. Ça, il nous l'enlèvera pas. Et heureusement, il nous reste que ça. Le décès de Sophie, c'est un prénom, quoi. Je veux dire, moi, quand je m'entends ce prénom-là, j'ai du mal à l'entendre parce que je pense à elle. C'est des musiques, des chansons qu'elle aimait bien, que lorsque j'arrive à les entendre, il faut que je zappe parce que ça me fait trop de mal. C'est tout ce qu'elle aimait, quoi. Toutes ces petites choses qui me font rappeler sans cesse, quoi. De manière permanente, c'est pas... Ouais. Ouais, trop tard. Tu peux te remplacer l'œil par... Bah, écarte-toi. Avec la bougie. Alors, on peut dire qu'il a supprimé la vie de Sophie, mais il a aussi supprimé la vie de mes petits-enfants. Je n'aurai jamais les petits-enfants de Sophie. C'est une cicatrice qui ne se referme pas, c'est une plaie ouverte. C'est une plaie ouverte, mais à vie. Tous les jours, je vis avec. Elle est là, Sophie. Toujours là. Les souvenirs sont pesants lorsqu'on a beaucoup aimé. Sophie, elle existe encore dans le cœur, dans la vie de ses parents, de ses amis, dans la vie de celui qu'elle avait choisi pour être le père de ses enfants. Mais ce souvenir de Sophie, ses rires, ses odeurs, ses images, sont autant de plombs de souffrance que la vie, celle qui continue, ne parviendra jamais à soulager. Elle est morte, c'est fini. Elle est partie dans le rien, peut-être. Elle est partie, et rien que d'y penser, ça fait mal.